Ouais, donc nous sommes là pour parler d'un livre, de la réédition, d'une nouvelle version augmentée d'un livre que Jean a déjà présenté au mois de juin 2020, ici même, au siège de l'association. Donc ce livre, alors Jean, photographe, Marianne, photographe, moi chroniqueur. On a un troisième photographe qui parle aujourd'hui, c'est Serge. Serge qui a réalisé ce livre On est là. Donc, Bonjour Yvan. merci. Donc, on se connaît bien tous parce qu'on est des piliers de manifestations de Gilets jaunes, de manifestations qui durent encore, puisque demain il y a encore une manifestation dans Paris, voire même deux, toujours, malheureusement, deux. Bon, et le mouvement continue. Nous avons rendu compte de la première année des Gilets jaunes, qui était la période héroïque, parce que là, c'était quand même d'une teneur historique. Donc, nous avons voulu témoigner par la photo, par le texte de ce mouvement social qui va rester dans les mémoires, en proposant pour ce qui me concerne, une chronique pour chacun des actes, des 53 actes de Gilets jaunes pour la première année, parce qu'il y a 53 samedis. On a ajouté aussi le 1er mai ou des journées particulières comme la journée des mutilés au mois de juin, etc. Qui sont des journées Gilets jaunes. Donc une chronique de chaque acte qui était rédigée à chaud, le soir même. Le soir même, j'écrivais tous les samedis soirs. Je recoupais avec ce que j'avais vu, avec des vidéos, des gens comme toi, RT, etc. Il y avait beaucoup de youtubeurs qui... Tu prends pas de notes sur le terrain? Il n'y a pas une seule note que tu as pris? Moi je prends pas ni notes ni photos. Tu te rappelles bien des choses, ouais. Et en fait les vidéos te rappellent ce que tu as pu aussi voir. Et puis ça donne une autre perspective forcément, parce que une manifestation, il y a vraiment du monde, donc je regarde comment c'est passé devant, derrière, les témoignages aussi qui sont exprimés. Donc ça permet d'avoir une vue encore plus objective, sachant que je suis un gilet jaune engagé, mais j'essaye d'être honnête au maximum. Le souci premier, c'était la vérité. Objectif? Alors, objectif tant qu'on peut l'être, c'est-à-dire je tendais vers l'objectivité. Si tant est qu'on puisse être objectif et engagé. On dit neutre aussi, mais neutre, est-ce que neutre, c'est pas possible? Honnête, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire partant de l'idée que c'était la vérité qui était une force. Et les photographes, donc deux des trois sont présents, Marianne et Jean, eux ont ajouté, en fait au départ c'était un bouquin de photos auquel on a ajouté des chroniques, il ne faut pas renverser, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis premier, les premiers ce sont les photographes. Mais il fallait expliquer ce que c'était ces photos, sinon ça n'a plus de Et sens. dès le début, vous étiez rencontrés pour commencer à réfléchir à ça? Au départ, Oui, Jean. Au départ, j'avais l'idée de faire un livre sur les Gilets jaunes, un livre d'histoire, parce que il fallait rétablir un petit peu la vérité par rapport à ce que disaient les médias. Et moi, j'ai commencé à faire des photos et j'ai rencontré Marianne. J'ai ensuite rencontré Serge D'Ignazio, et tous les trois, on était décidés à faire quelque chose. Mais on n'avait pas encore les textes. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Yvan. Et là, on s'est retrouvé avec une équipe de quatre gilets jaunes motivés, et Yvan donc s'est chargé de rédiger les textes. À quelle période, à quel moment vous vous êtes rencontrés au niveau des actes? Alors, on s'est rencontrés à peu près vers l'acte 10 à peu près. Ouais, l'acte 10. Mais nous, on avait déjà des photos et Yvan avait déjà ses textes. Oui, moi j'écris. Voilà. C'était en janvier 2019? Oui, on va dire début 2019. Ouais, c'est ça. Moi j'écrivais aussi avec un écrivain qui nous a fait la préface, qui est plus de ce monde malheureusement, un écrivain qui est connu, Édouard Limonov. Et je lui ai envoyé des témoignages que lui reprenait, parce qu'il a vécu 14 ans à Paris, il parlait français, donc je lui ai envoyé en français. Et lui, il traduisait en russe de là-bas, sur un site d'information qui est très, très populaire dans son pays. Et ce qui fait que les Russes, tu l'avais expliqué lors de la vidéo du mois de juin, mais les Russes étaient plus au courant de ce qui se passait à Paris que beaucoup de Parisiens. Tu le faisais depuis le début, depuis le premier acte, depuis le mois de novembre 2018. C'est un ami, Thierry Marignac, qui m'avait parce que Limonov est un écrivain qui connaissait un autre auteur de polar qui s'appelle Thierry Marignac, qui lui couvrait, qui était venu de Bruxelles pour couvrir des manifestations. Mais comme il habitait loin, Thierry m'avait dit, il me dit, toi tu vas toujours au
manif des Gilets jaunes, bon, bah, est-ce que tu peux écrire? Et donc, c'est comme ça que j'avais envoyé tout à Limonov. Et Limonov, qui est tout est dit dans le livre, mais Limonov est un des rares écrivains intellectuels, hommes d'action engagés, parce qu'il est venu exprès de Moscou pour participer à un acte en particulier. Et donc, lequel? lui, c'était l'acte au mois de 26. mai, l'acte 26, oui. D'accord. Parce qu'il n'avait pas eu son visa pour partir. Il voulait être là au 1er mai, qu'on considère nous comme un acte gilet jaune, le 1er mai 2019. D'accord. Mais il n'avait pas pu parce que le consulat ne lui avait pas délivré ses visas. Donc du coup, il était venu à l'acte suivant. Suivant. Et donc, Limonov, moi, comme j'ai échangé avec lui, bah, donc, du coup, je n'ai plus qu'à reprendre les textes que j'avais écrits avec lui quand j'ai rencontré Jean. Donc, ce qui fait que j'ai continué dans la foulée, quoi. Voilà. Et donc, sachant que le souci était quand même d'être honnête, c'était très important. Je ne voulais pas faire de la propagande, parce que si c'est pour faire propagande de BFM contre propagande des Gilets jaunes... Retranscrire fidèlement, oui. sans l'affect, sans les émotions. D'une certaine façon, j'essaie d'être distancié quand même. C'est-à-dire, mais autant que possible. Mais surtout d'être honnête, c'est-à-dire de ne pas raconter de bobards. On en entendait suffisamment. Oui, des choses qui arrangent, c'est pas la peine. Nous étions 2000, si on était 200, c'est pas la peine, ou de dire que déformer. Après, il y a une éthique personnelle qui est une éthique de la vérité. Bien sûr. De la même façon que Jean et Marianne ont une éthique de la beauté, je dirais, ça je peux le dire. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, par la photo, à rendre la beauté du mouvement, ce qui n'était pas évident, parce qu'au début, si on met un gilet jaune, le gilet jaune en soi n'est pas forcément quelque chose de très glamour comme vêtement, c'est pas Hugo Boss, mais ils ont réussi à rendre, en saisissant les regards, en saisissant les attitudes, etc., à rendre la beauté vraiment de ce peuple français qui a manifesté. Ça, c'est quand même... C'était un travail de réhabilitation oui. Du mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Là, il faut vraiment... personnellement, n'importe qui peut appuyer sur un bouton, prendre une photo. Moi, j'en serais... voilà, ça, je peux le faire. Par contre, dégager l'âme, vraiment la ferveur de... On peut prendre des planches photos, je te laisse prendre... La technique, c'est bien, hein, tous les pros pourront te le dire, tu le sais déjà, la technique, c'est bien, mais ça suffit pas. Oui, et regarde, tiens, les regards, par ouais. exemple. Là, il y a une beauté sur Thierry Marignac, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est l'auteur de Polar. Donc là, les regards, on voit qu'il y a quelque chose de vrai, de beau. Et de spontané. Oui. Et on a fait beaucoup de photos très très spontanées. Oui, et ça, c'est tout un travail, alors dont Jean parlera mieux que moi, et tout un travail de mise en confiance, tout un travail pour saisir l'image. Mais là, j'en parle pas à sa place. Et donc, on a le vrai et le beau. Voilà, c'était mais pas le faux. Encore le côté sympathique du mouvement, voilà, qu'on a voulu rendre à travers. Surtout qu'on a voulu réhabiliter l'image des Gilets jaunes qui était très décriée par les médias mainstream. Déjà au tout début, très rapidement. Au tout début, il a été stigmatisé ce mouvement. On a donné une fausse image du mouvement et nous, on a voulu remettre les choses un peu dans le contexte et ne pas seulement montrer la violence, mais montrer aussi la vie du mouvement avec des témoignages in vivo, absolument partisans, pour justement réhabiliter, remettre l'église au milieu du village et éviter cet amalgame gilet jaune casseur, gilet jaune perturbateur, etc. Donc il y a quelque chose derrière le gilet jaune. Ce n'est pas que les casseurs, c'est très peu de gilets jaunes qui ont été casseurs. Le mouvement a été un peu phagocyté par les casseurs qui ont squatté pour casser, voler, etc. Mais ce n'était pas ça, les gilets jaunes. Et au début, les médias mainstream ont dit que c'était ça. Nous, on a voulu montrer une autre image. Alors après, il y a également quand même des photos d'affrontements. Oui. Quand on rencontre de la vérité, mais il n'y a pas que. On a vu des regards tout à l'heure, etc. Il y a également des photos et que moi je trouve belles. Alors des photos prises sur le vif. Là, par exemple, on a un geste de véritable disco-ball. Bon, lui, il a décidé d'aller à l'affrontement. C'est son choix. Mais la photo, c'est une photo de combat qui est magnifique. C'est 1er mai, c'est du côté de Montparnasse. 1er mai. Et ce qu'il faut avoir, ce dont il faut se rendre compte, c'est ça c'est Jean qui a pris la photo, c'est oui. C'est la difficulté de prendre une photo pareille.
C'est-à-dire qu'il faut, du point de vue technique et du point de vue humain, il faut, alors là je te laisse en parler. Mais... Oui, parce que Bah, c'est une c'est photo- dans l'action, tout est net. C'est une photo qui est prise sur le vif Mm. et il fallait être au contact Au plus près. au plus près Oui, t'as pour pas pouvoir réaliser ces photos. C'est pas un zoom. Ouais. Non, non, Moi, je connais aussi Voilà. bien la photo, oui, même bien sûr. Là Non, c'est vraiment une alors, très belle photo. Par ouais. exemple, ça, c'est une photo prise au grand angle. Oui, voilà. Prise au grand angle. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis au tout premier rang, là, et Ça j'arrive implique d'être au plus près de l'action, ouais, au plus près de au plus l'action. près des acteurs. Donc, les photos de ce livre sont aussi au plus près de l'action. Au plus près de l'action. Merci de le préciser parce que parfois tout le monde ne s'en rend pas compte. non, C'est il vrai faut qu'une se photo rendre comme compte. celle-ci, Ouais. tu es tout proche. Ouais. Et d'ailleurs, tu as été blessé 3 fois. J'ai été blessé 3 fois dans Tu- en prenant mes photos. Et il avait une technique, c'est que technique de ton escabeau là, que tu avais. Alors là, je te laisse en parler. oui, enfin, ça. Il y en a certains qui t'ont vu avec ton escabeau, Oui, oui, alors, surtout au tout début. ouais. Il y en avait un, c'était lui. Même quand on ne te connaissait pas, on voyait surtout le monsieur avec un escabeau qui Ouais. prenait, je pense, moi je me le suis dit, des photos assez Qu'est-ce qui- sympas. ouais. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec un escabeau? Voilà. Bah, il prend des photos Il va nous le différentes. dire. Ah, il est là, ouais. Elle est là ta photo. Oui. Il est là le monsieur. Alors, pourquoi l'escabeau? Alors l'escabeau, ben, pour pouvoir avoir une prise de vue prise du haut. C'est-à-dire Oui. que avoir. Alors il y a par exemple un acte que j'ai fait entièrement avec l'escabeau qui m'a permis d'avoir des photos que personne ne pouvait avoir. Acte. En même temps, tu vois, on voit la diversité. On n'a pas voulu mettre que des affrontements. Ça faisait partie du. C'est un témoignage. Voilà, tout cet acte-là a été fait avec Le l'escabeau. Fouquet's, là, par exemple. Voilà, c'est un devoir Voilà. de vérité. Ça permet d'avoir des vues qui sont Plongeante. Oui. plongeantes. Ouais. D'accord. ouais. Et surtout dans des endroits où très, Ah ben, dans des très endroits- dangereux, dans des vraiment. endroits où Des vraiment moments ça- très dangereux. Ça donnait beaucoup. Ouais. Mm. Voilà. Donc, Tu avais tout ce qu'il fallait pour respirer ou même pas? Si. Même pas. Enfin, le... Même pas. On était en pleine improvisation. On a toujours Non. été dans l'improvisation. Parce que le gaz. regarde, là, on voit les pavés qui volent dans le ciel. D'où la légende. C'est Je une. vais mettre un petit peu plus comme ça. Il y a une... Voilà, c'est bien comme ça. Là, c'est des photos qui sont prises sur le vif. Ouais. C'est des photos qui sont prises sur le vif, en pleine action. Hmm. En pleine action. Bah, on voit le La pavé. guérilla. Parce que c'était vraiment la guérilla. C'est pas des oiseaux. Hein. C'est ça. Ouais. Quand les pavés volent, comme des grands oiseaux gris, comme de grands oiseaux gris, comme la chanson de Jean Ouais, Yann. ouais. Moi, c'est toujours délicat. Moi, je sais que c'est délicat de filmer tout ça à des personnes qui t'as pas forcément envie de les montrer pour montrer leur visage. Mais là, tu les vois pas de face, on voit pas leur visage, mais c'est l'ensemble qui est intéressant. Ouais. Après, on a, alors, dans le livre, on commence. Donc, la préface d'Édouard Limonov. Oui. Alors, ça donne tout de suite une dimension littéraire au mouvement, parce que c'est un grand honneur qu'il nous a fait. Hein, donc, parce que lui était gilet jaune. C'est un russe qui était vraiment pro-gilet jaune. Ensuite, on a des thèmes. Donc, le premier, on commence, évidemment, honneur aux dames et les femmes. Alors, pourquoi les femmes? Parce que les femmes ont joué un rôle primordial dans ce mouvement. En ce moment. Personnellement, lorsque j'ai participé aux manifestations, donc je les ai toutes faites, je me suis dit que ce mouvement allait durer. Et ce qui m'a fait dire que ça allait durer, c'est la présence des femmes, tout simplement. Je me dis, si c'est un mouvement qui compte autant de femmes, c'est-à-dire un nombre presque la moitié, je dirais. Ah oui, au moins. Des Des femmes qui étaient vraiment très très impliquées. Oui, un Très, très mouvement, impliqué. comme dit le proverbe Cheyenne, hein, que je cite, hein, une nation n'est pas conquise tant que le cœur de ses femmes n'est pas à terre. Ça, c'est. Donc, si on avait été entre mecs, je me dis, bon, ça va durer 2-3 fois, et puis tout le monde rentre c'est obligé. Là, les femmes étaient là. Les femmes, c'est garant de continuité, de volonté. Voilà. Donc, on a commencé par les femmes. Après, un petit chapitre sur les refrains. Il y a eu des chansons, le fameux On est là, etc., qui Repris par tout le monde. a été repris par tout le monde maintenant. J'entends l'autre fois des étudiants en passant qui chantent Et ça. à l'Odéon aussi. On est là, c'est Vidéo. sorti pour les Gilets jaunes. Ça n'existait pas avant. Non, alors non, c'est pas les Gilets jaunes. En fait, ce sont des Ouais. cheminots. Les cheminots qui ont chanté ça en 2018, D'accord. du côté de Lyon et Saint-Étienne. Alors, il y en a qui disent que c'est Lyon, d'autres qui disent Saint-Étienne. Alors là, il y a les deux versions.
Et en fait, ça a été repris par les Gilets jaunes avec une légère modification. La chanson, c'est on est là, même si vous ne le voulez pas, nous on est là pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos marmots. Ah, d'accord. C'est une légère nuance. Voilà, donc après on parle des refrains. En dehors de la Marseillaise, qui était reprise souvent aussi, la Marseillaise, référence à 1789, etc. Un chapitre sur la force. La force, ce sont les gendarmes et les policiers, en différenciant les différents corps. Donc, gendarmes mobiles, CRS, CSI, BAC, Bravem, unité équestre qui étaient présentes également de temps en temps. Voilà, donc dire qui ils C'est étaient. le côté didactique du livre. Oui, ça c'est, il fallait en parler. Ils ont été acteurs aussi à Les armes aussi. à leur façon. Les armes utilisées. Donc le canon à eau, que tout le monde connaît bien maintenant. Bon, Le canon à eau, il est aussi dans les armes. oui. Surtout en hiver. En expliquant d'où ça vient. Oui, ça a commencé l'hiver. Que ça vient. Oui, que ça Je vient. me souviens de certains samedis où il faisait vraiment très froid sur les Champs-Élysées. Oui, à l'Étoile particulièrement. Nous avons Vous savez ce que c'est, puisque, alors, je sais pas, vous avez peut-être des gants, mais pas forcément. Et, moi je venais avec des gants. Les gants, c'est pas pratique. pas pratique. Hein. Ouais, toi pour être photographe, moi je venais avec des gants parce que sinon. Alors là, on a voulu rendre hommage aux médics, aux secouristes, parce qu'ils vraiment. Les secouristes qui ont été très présents Oui. pendant tous ces actes. Ça c'est. Surtout la première année, oui. Ah oui, Celle que vous couvrez. Oui. En expliquant leur démarche, qui ils étaient, etc. C'est un témoignage et en même temps c'est un hommage. C'est les deux, comme pour les femmes. Et autre hommage, les pompiers. Alors, hommage aux pompiers. Ouais, les soldats du feu. Sachant que pour créer ce bouquin, parce qu'on n'a pas de maison d'édition, quand on a voulu un peu démarcher, il y avait deux choses. D'une part, on nous disait que ce livre avec toutes les photos en couleur s'appelle la quadrichromie, était invendable en dessous de 50 €. Donc nous, on a voulu faire 30 € et pas 50 pour que ce soit accessible. D'autre part, ça ne se vendrait pas, ils n'y croyaient pas. Et en plus, c'était pas politiquement correct. Les maisons Donc on a eu d'édition- des contacts avec des éditeurs qui ont tous renoncé les uns après les autres. Donc on s'est auto-édité. Et voilà, donc on a créé une association. On a créé une association qu'on a appelée Yolosphère. Ouais. Et on a auto-édité le livre. Ouais. Et Et c'est mon père, donc je parle à ce stade parce que mon père était dans les sapeurs-pompiers de Paris. Maintenant il est en retraite. Et qui gère l'association. Il est sur la photo là? Oui, il est en photo. Parce que tu me le montres, je fais un gros plan. Ouais. Ancien du régiment, en haut, ancien du régiment En haut, des oui. sapeurs-pompiers, oui, parce qu'en bas c'est Vanessa, je vais en parler tout à l'heure. Ancien du régiment des sapeurs-pompiers de Paris. On dit du régiment parce que c'est l'ancienne, à son époque c'était le régiment, maintenant c'est devenu la brigade. Ouais, à l'époque on disait régiment, ce sont des militaires. Donc ils ont joué un grand rôle les pompiers étaient présents, on a voulu leur rendre hommage parce que vraiment ils ont été d'une grande dignité, d'une grande efficacité. Voilà. Il y a le contact entre contact était excellent. les gilets jaunes et les pompiers, c'est toujours très bien passé. Oui, contrairement aussi, on remet aussi les pendules à l'heure sur l'idée qu'à la place d'Italie, l'acte 53, il y aurait eu des pavés qui volaient contre les pompiers. Bon, ça, C'est absolument faux. Voilà, donc ça c'est Oui. écrit. 53, c'était l'anniversaire C'était Place l'anniversaire. d'Italie, oui. Oui, là où tout le monde était nassé. Oui, la NAS Ouais. de la place d'Italie. C'est le matin. Donc voilà, il fallait parler des pompiers. Donc là, comme le titre, le sous-titre, ovation pour les sapeurs-pompiers. Et les pompiers étaient systématiquement applaudis par les Gilets jaunes, qui aimaient bien aussi faire une différence de traitement entre la police et les pompiers. D'un côté, c'était une façon pour certains aussi de les narguer. Ça faisait partie du jeu. Ensuite commencent les actes des Gilets jaunes. Donc avec acte 1 jusqu'à 53, en intégrant des actes, comme j'ai dit tout à l'heure, tels que le 1er mai, qu'on considère comme un acte gilet jaune, ça a fait du travail, mais les gilets jaunes étaient omniprésents. La journée des mutilés, dont on reparlera tout à l'heure. Et on a mis dedans 40 points de vue. C'est-à-dire 40 gilets jaunes engagés. Il fallait, pour écrire un point de vue, avoir participé aux actes des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas de point de vue extérieur. Par exemple, Thierry Marignac, je prends au hasard, c'est le premier, une arme coloniale. Il s'exprime sur le LBD.
C'est une approche très intéressante de l'utilisation du LBD avec son histoire. Utilisé pour la première fois en Irlande du Nord par les Britanniques en Ulster. Donc une arme pour mater la contestation, une arme coloniale, comme le titre l'indique, pour mater la contestation des indigènes. Il a été surpris que cette arme soit utilisée de façon massive contre le peuple français. Ça, c'est une réflexion très intéressante. Donc 40 points de vue comme ça. On a par exemple Valentin qui est organisateur, on a un interne des hôpitaux, on a un black bloc. Comment ça s'est passé? Vous avez des idées de personnes que vous voulez avoir dans le livre? Alors, ça s'est passé au hasard des rencontres. Oui. À partir du moment où on a décidé d'intégrer des témoignages, eh bien, on a contacté plusieurs gilets jaunes qu'on connaissait en leur demandant de témoigner sur un aspect particulier du mouvement. Il fallait avoir participé, il fallait un thème particulier. Il ne fallait pas qu'il y ait redondance. Par exemple, on a un organisateur, ça ne veut pas dire qu'on a privilégié cet organisateur, en l'espèce c'était Valentin. Bon. Mais ce n'est pas qu'on a privilégié Valentin par rapport aux autres, c'est que c'est tombé sur Valentin. Et on ne va pas prendre un deuxième organisateur. Toi-même dans la réédition, on a pris les youtubeurs, on en a pris Rémi, 4. toi-même, on t'a interviewé dans cette deuxième édition. Oui. Donc, si tu veux, tu fais partie aussi des gens qui auront témoigné. Oui. Voilà. Alors là, par exemple, j'en prends un autre au hasard dans les 40, la couleur jaune. Bon, Bernard Fontaine, qui est un membre de l'association, secrétaire, lui a travaillé sur la couleur. Qu'est-ce que c'est que la couleur jaune? Il a aussi un autre point de vue sur la colère jaune, alors colère, sur l'historique, avec vraiment en perspective avec la Commune, la révolte des Pitot, etc. Parce que d'autres événements historiques d'autres mouvements sociaux dans l'histoire de France. C'était au fil du temps ou vraiment à la fin quand vous aviez tout écrit, tout... Ça s'est fait. Alors, les témoignages étaient déjà présents dans la première édition, mais on a considérablement augmenté ces témoignages dans la deuxième édition. La deuxième édition, si bien qu'on arrive à une quarantaine de témoignages. On est passé de 25 à 40. Oui, de 25 à 40. On a pratiquement doublé les témoignages. Oui, parce qu'après, d'autres personnes sont venues nous voir en disant oui, mais moi j'ai des choses à dire, etc. Oui. Et ce qui était vrai. Ouais. Mais ma question c'est aussi, est-ce que vous aviez eu l'idée de tous ces témoignages aussi quand vous vous êtes rencontrés tous les trois, Non, tous les quatre? au départ, non. Non. Alors, les témoignages, c'est quelque chose, on va dire que c'est un plus qui s'est greffé au fur et à mesure qu'on a réalisé le livre. Le premier témoignage qu'on a eu, en fait, c'est Édouard Limonov, en dehors de la préface. Ouais. Donc, et après, on s'est dit, c'est intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir d'autres? Puis de fil en aiguille. De fil en aiguille, on a multiplié les témoignages. Oui. Et ça donne un côté très très vivant au livre. Parce que sinon, il n'y aurait eu que mes chroniques. Voilà. Alors moi, j'ai ma vision, mais moi, je ne veux pas m'accaparer la vision du mouvement. Et Donc, tu vois, Et ce ne sont pas les témoignages en rapport avec des actes forcément, c'est les témoignages sur différentes choses, différents... Non, c'est pas par rapport. On a un strict médic qui parle de l'hospitalisation, différents sujets. Des blessés, alors, la violence systémique, alors on a la couleur. Chaque fois, alors le livre est quand même très bien construit puisque à chaque fois on a un acte, on a un acte, ensuite on a un témoignage. Là par exemple, il faut dire qu'on a un maquettiste professionnel. Voilà, donc, on a un témoignage et ensuite on a une planche photo. Et on repart après à nouveau dans un acte et ainsi de suite. C'est construit comme ça. Oui, voilà, c'est construit comme ça. Jean est maquettiste. Donc, alors moi j'ai participé à la maquette. Voilà, donc un acte se termine. On a à nouveau un témoignage. Bon, là, c'est Fawzi Lelouch, par exemple, qui parle de l'international. Qui parle de l'international. Et ensuite, on a une planche de photos. Ce qui fait que le livre est très vivant. Ouais. C'est-à-dire, ça donne un rythme au livre. Ça donne un rythme. Et l'ensemble se poursuit comme ça jusqu'à l'anniversaire. Jusqu'à l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Alors pour les enfants, par exemple, on avait l'autorisation des parents à chaque fois. Alors à chaque fois. Ça, il fallait... Alors on a des Gilets jaunes de tout âge et il est évident que quand on a représenté des enfants, c'était avec l'aval des parents. Ouais. Alors moi j'ai toujours pensé au côté juridique de l'affaire, c'est-à-dire que dans les témoignages, je suis prudent quand une affaire est en instance de jugement, je ne me prononce pas. Je présente les faits, parfois les deux versions, comme par exemple l'incendie du Fouquet's. Voilà. Je dis voilà, il y a deux versions. Non, je ne suis pas juge,
Et voilà, c'est Les gilets jaunes de tout âge, de toutes conditions. C'est ce qui donne le côté très vivant de ce livre. là on a par exemple Fatih et Nadia qui nous ont fait Un témoignage aussi. témoignage Ouais. sur le Brexit, sur les revendications, etc. Donc c'est beaucoup plus général, c'est pas sur un acte. Et à la fin, le dernier c'était Alors- Vincent qui nous fait... Alors, Vincent nous a fait la postface. Oui. Vincent, On avait c'est une le préface, maquis, une postface. le maquis à Pour la Paris. version numéro 2, là, hein, c'est ça? Non, Pour même la- d'emblée, dans la- d'emblée. Oui. Il nous a fait la postface D'accord. des deux éditions. Oui. Voilà. On sera là, effectivement. Les Gilets jaunes sont là encore tous les week-ends, tous les samedis. Oui. Et Vincent a assuré la postface. Sachant que le mouvement ne se terminait pas à l'issue de cette première année. C'était, même si c'était l'année héroïque, parce que c'est le commencement, etc., ça continue, il y aura des suites, il y aura des héritages. On est passé ici par des poèmes, ça c'était original, ça c'est la Alors, deuxième on a aussi édition. 2 poèmes. À la fin, on a trouvé des poèmes, ça c'est Jean qui les a trouvés dans les réseaux sociaux. Et on a deux poètes, on va dire, de talent, qui habitent en province. Le lyrisme d'une révolte. Ouais, un qui habite en Normandie et l'autre qui habite À Saint-Étienne. à Saint-Étienne. Qui nous ont écrit ces 2 poèmes, très beaux poèmes Alors, sur les Gilets il jaunes. faut préciser d'emblée, puisqu'on parle des camarades de province, c'est que ce livre s'appelle Une année d'insurrection et de révolte dans Paris, et ça ne veut pas dire que c'est des Parisiens qui parlent aux Parisiens. À Paris, mais c'est un hommage en fait à tous ceux qui sont venus. Alors, on connaît venus, beaucoup de... de toutes les régions de France pour participer, parce que c'est eux qui ont fait le mouvement en fait. C'est pas nous, Non, Parisiens. on connaît beaucoup de gilets jaunes de province qu'on a photographiés, qui sont des gilets jaunes de rond-point, et qu'on a photographiés à Paris quand ils sont venus manifester à Paris. Oui, oui. Ça se passe à Paris, mais c'est toute la France, quoi. Tout à fait. C'est C'est venu toute à la Paris. France, Tout à fait. et j'ai photographié pas mal de gilets jaunes, des ronds-points, dans les manifestations de Paris. Oui, Paris a donné un retentissement international au mouvement. Parce que c'est Paris, la presse mondiale était là. On parlait d'Imolov qui retransmettait en Russie, mais on a vu des journalistes japonais, Oui. américains, etc. Oui. Bon, parce que c'est à Paris. Mais ce mouvement a été fait par les différentes régions, la France, puisque Toute la France est à partir. c'est la France périphérique qui fait ça, c'est-à-dire la France qui vient des périurbaines, des campagnes, etc. C'est eux qui ont fait le mouvement. Quand on est entre Parisiens, comme demain samedi ou samedi dernier, on est 200 là en ce moment. Parce qu'on est entre Parigot mais autrement, c'est les Parisiens. Alors dans les témoignages, il y a des témoignages très très poignants. Le témoignage de Fiorina qui a perdu un œil, Oui. c'est vraiment très très poignant. Une jeune fille de 20 ans qui en est à sa 7e intervention chirurgicale. Ouais, et qui n'arrive- on a 2 témoignages de mutilés. On a Fiorina et on a Alain Hoffman. Voilà. Alain Hoffman qui a reçu une balle de LBD dans la carotide. Et qui est un ancien militaire qui fait partie de l'association des mutilés dont on va parler après. Et donc, pour dire, on rendait hommage, vraiment, c'est un hommage à la province. Au départ, le gilet jaune, qu'est-ce que c'est le gilet jaune? C'est pas une tenue de combat, c'est une tenue pour être visible. Hein. C'est-à-dire un accident de la route, la voiture est arrêtée, les gens mettent leur gilet pour éviter le suraccident. C'est des accidentés qui veulent éviter le suraccident. C'est pas une tenue de protection Oui. militaire pour aller se battre contre les CRS. Par rapport au danger, est-ce que le matin même, des fois, vous, avec l'expérience, avec tous ces actes, vous posiez des questions par rapport à ce que ça pourrait devenir? Est-ce que vous voyez le danger quelques minutes avant ou le matin même? Pas forcément le matin même. Ça se sent Des fois- quand il y a l'électricité dans Ouais, l'air ça se sent, et que ouais. ça va dégénérer. Ça Ça se se sent, sent. ouais. Parce que le matin, vous vous dites, bah, il y a du monde, peut-être que ça peut, mais des fois, c'est quelques minutes avant, il y a quelque Oui. chose qui se passe quand même. Hein. Oui. Vous avez C'est une peut-être fois sur le ressenti ça? terrain, Ouais. quand on circule parmi les manifestants, on sent s'il y a une tension ou pas, s'il y a une électricité dans l'air et à quel moment ça va riper. Pour vous protéger, pour faire attention Oui. à tout ça aussi. Ouais. C'est important. Surtout être au bon moment, Aussi. au bon endroit, Alors, mais tout en faisant attention de ne pas... Parce que nous, notre position était assez périlleuse dans la mesure où on avait la police devant, les manifestants derrière. Alors il y avait les LBD que l'on pouvait se prendre et les pavés qu'on pouvait se prendre qui étaient destinés à la police. Donc c'était assez périlleux quand même. Ouais.
faut être porté par la cause. Là. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais. Ouais. C'est Toi-même, hein, tu sais. en bah, tant que- je revis les choses. Ouais, Non, mais c'est ça. T'es entre les deux, quoi. C'est entre les deux. Et donc, Mais c'est comme ça qu'on a réussi à faire un beau livre aussi. Hein. Je veux dire, c'est parce qu'on on a toujours été au contact. C'est une prise de risque. Alain Hoffman dont je parlais. Voilà, il faut lui rendre hommage aussi. Alors, Alain Hoffman est membre de l'association des mutilés. Des mutilés pour l'exemple. Et ça donne l'occasion de dire qu'en fait, ce livre, on l'a fait pour témoigner, comme on l'a dit, et c'est pour raconter nous-mêmes l'histoire de l'intérieur. Parce qu'il y a des tas de bouquins qui sont sortis. Il y a un site qui recense tous les livres parus sur les Gilets jaunes. Je regardais, mais c'est des dizaines. Ah oui. Et je ne sais pas si c'est pas plus de 50. Comme ça. Enfin, c'est très bien. Oui. Ils sont hostiles ou pas, ou ils s'interrogent, ils analysent, tout ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas dans les manifs. On a un petit avantage, c'est qu'on y était. D'accord. Donc, Ah oui, il y a une reprise de ce qui a été fait avec des personnes qui n'étaient pas forcément là pour beaucoup prendre les d'analyses, images. c'est très bien, les gens ont le droit d'analyser, c'est très bien. Mm. Mais c'est une autre démarche. Notre Ouais. démarche, c'était de témoigner de l'intérieur, avec honnêteté. Et ça, c'était la première démarche. Et la deuxième démarche, ça a été de travailler pour les mutilés. Donc ça donne l'occasion de dire qu'il y a une association pour les mutilés. Alain Hoffman, en tant que mutilé, il participe. Donc Vanessa Langard, qui est on peut dire la responsable de fête, Oui, des mutilés pour l'exemple. des mutilés pour l'exemple. Elle a perdu un œil. Voilà, dans on une l'a manifestation. mise dans ce livre parce que ce livre a été fait pour eux également. C'est-à-dire tout à l'heure je Alors, parlais la du bruit. deuxième édition, d'ailleurs, on a représenté 2 balles de LBD. Oui. Avec la dimension réelle, on a pris un mètre pour montrer pour donner montrer ce qu'était cette arme. Oui. Parce on parle souvent du LBD, mais on ne le voit pas, le LBD. Et là, on l'a représenté. Oui. Et là, c'est la balle. Et donc, Alors souvent, on voit le LBD, c'est-à-dire le lanceur de balles le lanceur de balles de défense. Hein. Là, on voit pas. Comme ici. Voilà, mais on ne voit pas le LBD, la balle de LBD, on la voit rarement. On voit beaucoup plus les morceaux de cartouches de gaz lacrymo, Ou de grenades, ouais. de grenades. Ouais. Donc, par la photo, là, on voit qu'il y a beaucoup de gestes qui sont quand même, du point de vue juridique, qui posent question, à savoir qu'il y a une doctrine d'emploi de cette arme. Ouais. Normalement, lanceur de balles de défense, ça veut dire que c'est une arme défensive, comme toutes les armes défensive. qu'utilise la Mais police. Ce n'est pas des armes offensives pour se disperser. La police, on n'est pas dans un contexte de guerre où des parachutistes doivent prendre une position ennemie. On est face à du maintien de l'ordre avec une arme défensive. Or là, on voit que l'arme a été utilisée de façon offensive. Offensive. Donc ça pose problème. Et la plupart du temps, à tir tendu. Ouais. Là d'ailleurs, on a une photo où on a le coup de feu qui part. Alors regardez là. Tac. Et Là, le talent du photographe. on est à tir tendu. Et Ce qui est absolument interdit. Ce qui est absolument illégal. Qu'est-ce qui a pris cette photo? C'est moi. C'est toi. Et, Ça, c'est un témoignage. Oui. C'est un témoignage. On voit et donc, Ce sont tous des témoignages très puissants. ouais, et non. Alors le problème, c'est que ça a entraîné des mutilations. Les mutilations C'est permanentes. ce jour-là que Manu, un gilet jaune du Nord, a perdu un œil. Il a perdu un œil sur un tir tendu Place d'Italie. identique à celui-ci. Et même On pourrait même se demander si c'est pas sur ce tir-là. et Jérôme Rodriguez, c'est pareil, c'est un tir tendu qui Tir tendu. Donc, normalement, alors si la police agit en état légitime défense, le droit prévoit ça comme tout citoyen. Après, s'il n'y a pas la légitime défense, on est il y a un problème juridique qui se pose. C'est-à-dire, j'ai potassé un peu, c'est violence volontaire avec arme par personne ayant autorité, ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente. C'est la cour d'assises, c'est-à-dire c'est un acte qualifié crime. Donc, la justice appréciera. C'est pas terminé, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui attendent Oui, un oui, jugement oui. qui aura peut-être lieu, je ne sais pas quand. Oui, Fiorina, par mais ça exemple, pas quand. qui est dans un coin. Donc, elle se fait tirer dessus. Donc, il faut apprécier tout ça juridiquement. Mais l'acte est passible de la cour d'assises quand même, si le policier n'agit pas en légitime défense. Bon, moi personnellement, sur des maniches, il m'est arrivé que des policiers me mettent en joue comme ça. Moi aussi.
Voilà, donc, Comme ça, comme ça. par exemple, oui. je prends, ça m'est arrivé 4 fois. Donc, pourtant, je venais pas pour être violent, je venais pas témoigner. Place de la République, par exemple, j'ai discuté avec des aides-soignantes qui venaient de province, très sympa. Et mon regard se porte du côté droit, et à 40 mètres, je vois un cordon de CSI, et un baqueux, parce que c'est pas les gendarmes qui mettaient en joue, etc. C'est pas des forces, de ce que j'ai vu, hein. C'est pas des forces encadrées, disciplinées, en fait, c'est je pense des petits jeunes policiers qu'on a lâchés sur des manifs sans formation véritable. Donc, un baqueux me met en joue. Alors au début, j'étais surpris, je tourne de l'autre côté parce que je pensais qu'il mettait en joue quelqu'un d'autre et que moi j'étais sur la trajectoire. Et donc et non, en fait, il n'y avait personne derrière à 15 mètres. J'étais donc à 40 mètres de lui. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit, si on peut dire, pour me mettre en joue comme ça, gratuitement? Il est dans un jeu vidéo, où est-ce qu'il est, que fait son officier? Normalement, que fait sa hiérarchie? Sa hiérarchie aurait dû lui dire baisse ton canon. La situation était, oui, je précise, la situation était calme, parce que je discutais avec des aides-soignantes. On n'est pas dans ce cadre, parce qu'ils vont dire, comme Alain Lofman, il y a un contexte insurrectionnel. D'accord? Parce que si ça pète de tous les côtés, bon. Là, ce n'est pas le cas. La situation est apaisée. Nous sommes place de la République. Il y a eu des heures un quart d'heure avant, mais là, c'est calme. C'est pour ça que je discute avec ces femmes. Et ils continuent à mettre les gens en joue comme ça. Donc, on est dans un. Mais il y a aussi ça m'est arrivé au Trocadéro, de la même façon. Ouais, moi, ça m'est arrivé boulevard Magenta, où un policier en tenue m'a visé. Il n'y avait personne autour de moi. Et quand j'ai vu ça, je lui ai montré mon appareil. J'ai dit, vous êtes là. Ça l'a dissuadé de tirer, mais il continuait, malgré tout, à me viser. Tu devais présenter un danger, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout à 1,56 m. Pour vous défendre, pour vous protéger, vous faites quoi dans ces cas-là? Moi, j'ai essayé de sortir de la ligne de mire. Et, parce qu'on normalement, on utilise sur un stand de tir, oui. On ne pointe jamais à l'armée quand on a fait l'armée. Oui. J'ai une génération, oui. Moi j'ai fait l'armée, toi aussi, hein, tu étais parachutiste. J'étais dans la marine. Mais on ne pointe jamais son arme vers une personne, sauf si on veut utiliser cette arme. Bien sûr, ça peut être dangereux, même ça peut se déclencher sans que la personne n'ait souhaité appuyer sur... C'est un principe de toujours diriger son arme vers une zone neutre. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, oui. Vous faites quoi? Vous vous protégez tout de suite parce que la personne peut ne pas souhaiter tirer, mais ça peut partir. Moi, je me suis protégée en lui montrant que j'avais pris la photo et donc que je pouvais témoigner que c'était lui qui avait tiré. Non, moi j'ai dit aux femmes, là on est visé, en fait c'était moi, donc j'ai dit, j'écarte, puis après il a visé quelqu'un. C'est même pas qu'une question de confiance, c'est que là, ça peut partir, donc il faut pas rester. Et en plus, il était à hauteur de visage, en plus, qui est doublement interdit. Normalement, ils doivent se fléchir, etc. Donc on est dans un. Je pense que là, il y a un problème de formation, un problème d'encadrement. Là, encadrement, c'est-à-dire son officier, il le voit bien, son responsable doit tout de suite le désarmer, il doit dire, sur un stand de tir, tu prends ton arme, tu vas utiliser, le moniteur de tir va désarmer, j'étais déjà dans les stands de tir, il désarme tout de suite si tu fais la moitié du quart de ce comportement-là, et c'est logique, parce que là, c'est l'intégrité des gens qui est en jeu, quoi. Donc là, il y a un problème à la fois de formation, d'encadrement, de doctrine d'emploi, et ça nous est tous arrivé. Donc toi-même, tu as un baqueux qui t'a mis un coup de canon de LBD. Bon, alors, ça va, c'est à bout portant, il met un coup de canon. Bon. Ça part très loin parce qu'après, des fois, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus de photographes, il n'y a plus personne, il y a juste des individus qui se prennent des coups. C'est pour ça que cette loi sécurité était particulièrement malvenue, parce qu'en fait, on a besoin de témoigner. Enfin, là, c'est Marianne, et on a très bien parlé l'autre fois. C'est-à-dire qu'il faut témoigner par la photo, par le... C'est-à-dire que cette loi, en fait, c'est une loi qui va... la loi de sécurité globale. Une loi de sécurité globale va bâillonner les gens. Parce qu'elle dit qu'on n'a pas le droit de diffuser des photos de policiers qui peut être un dommage psychologique pour l'intégrité et qu'on peut les reconnaître. Seulement, si nous, on se censure qu'il n'y a plus de témoignages, comment faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce livre? D'abord, ce livre n'aurait pas pu se faire. Ensuite, il y a au-delà des journalistes, c'est le citoyen de tout le pays qui est susceptible d'être poursuivi. Parce qu'il a témoigné sur une bavure qui est devant lui et qu'il a eu le réflexe de filmer. Donc il va y avoir une sorte d'impunité
au niveau de la police, ils vont pouvoir faire, c'est open bar là. Open bar. Et d'ailleurs, ça a commencé un peu où ils tapent sans raison en regardant s'il y a des personnes qui vont filmer. Et dès qu'il y a quelqu'un qui filme, ils se retiennent un peu. Pas toujours, hein, pas toujours. Mais cette loi, c'est une catastrophe intégrale pour la liberté d'expression. En tant que youtubeur, tu es particulièrement, enfin liver, on dit, particulièrement exposé aussi. Et on veut limiter en plus l'accès des liveurs, des photographes non professionnels, non encartés, plutôt, et pour seulement donner de la visibilité aux journalistes professionnels. Or, actuellement, il n'y a pas besoin d'avoir une carte professionnelle barrée bleu, blanc, rouge pour pouvoir travailler. Ça, il faut que ça soit clair et net. Tout le monde a le droit de s'exprimer, a le droit de filmer quand il le juge nécessaire parce qu'il est devant une injustice totale, et de publier ça sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre le nom et l'adresse du policier, seulement on va témoigner, parce que sinon c'est l'impunité la plus absolue. Et là, il n'y a plus de limite. Donc c'est hyper important que tout le monde continue à filmer et qu'il n'y ait pas d'autocensure en se disant « Ah zut, je vais peut-être être condamné parce que je viens de filmer ». Il faut continuer. Il ne faut pas laisser du champ à la police. Quand la police n'a rien à se reprocher, sera filmé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme si on filme les manifestants, d'ailleurs la police filme les manifestants. Absolument. Donc toi tu filmes les manifestants. Bon. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu oui, mais c'est très important là, cette loi. Alors elle a été réécrite, il faudra voir comment elle sera. Oui. Non, mais elle a été réécrite en mettant les mêmes mots, mais dans un ordre différent. Ça revient exactement à la même chose. Nous avons fumé. Il faudra voir l'application, quel usage en feront les tribunaux, quelle jurisprudence. Voilà, mais ça c'est à suivre vraiment de très près. Et donc les mutilés, deuxième motivation pour faire ce livre, c'est on a voulu rendre hommage aux mutilés, rendre hommage, mais aussi les aider. C'est-à-dire que tous les bénéfices, tout à l'heure je parlais du prix, tous les bénéfices au premier euro de ce livre vont aux mutilés pour l'exemple, l'association dont s'occupe entre autres Vanessa Langard. Et tu étais à Amiens à la mi-octobre, on a remis un premier chèque, c'est mon père donc en tant que trésorier de l'association qui a remis un premier chèque de 4 000 euros. C'est pas le dernier chèque, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, non. On a réédité, donc ça correspondait à la première édition. On avait encore un petit reliquat, mais on n'a pas voulu faire du 4650. Il attend un petit peu, c'est pour la suite. On garde un petit peu sous la pédale. Et après, dans la deuxième, pour ça, à l'issue, on refera à l'occasion de soit, si on peut faire une soirée, une journée à la fin du confinement, soit une journée dédicace avec eux, ou soit une autre manifestation comme à Amiens, on remettra solennellement à nouveau un chèque qui sera destiné aux mutilés. Donc ça, c'est tous les bénéfices du livre. Absolument tous. Tout ça. Tous les bénéfices. Oui. Aucun de nous a touché un centime sur cet ouvrage, que ça soit bien clair. Oui, Tout a été décidé dès le départ que ça allait être une œuvre militante et que ça allait être au bénéfice du mouvement. Oui. Alors, c'était clair dès le départ. Voilà, si on veut schématiser au niveau du coût et des bénéfices de ce livre, il revient à 10 euros. 10 euros, quand on a payé l'imprimeur, c'est le coût. Alors, on le vend 30. Si on vient le chercher à l'association, ça nous fait 20 euros de bénéfice pour les mutilés. Si on l'achète en librairie, ça fait 5 euros de bénéfices pour les mutilés. Ou des fois moins, ça dépend de la marge. Des fois 2 euros, ouais. Entre 5 et 2. Mais c'est sûr que si on vient chercher le livre à l'association Iolosphère, ça fait beaucoup plus de chiffres pour les mutilés. Oui. Sachant qu'on a voulu quand même être en librairie, on a eu la chance de tomber sur un distributeur pro Gilets jaunes, parce que ça n'a pas été évident. Gilets jaunes même. Gilets jaunes, oui. Ouais. Monsieur Guilmoto. Et c'est avec Distribook qu'il faut vraiment, parce que c'est grâce à lui, parce que ça n'a pas été évident, on n'avait pas d'éditeur, mais on n'avait pas non plus de distributeur. Parce que c'est bien beau de faire de l'auto-édition, mais il faut trouver la difficulté, c'est d'être distribué après en librairie. Et grâce à Monsieur Guilmoto, donc on a, avec sa boîte qui s'appelle Distribook à Paris,
on a pu être distribué et accessible à tous nos camarades de province, ils habitent à Pau, à Nice, C'est sûr que au Creusot. Ils peuvent aller dans leur librairie, la librairie à côté de chez eux, et commander l'ouvrage. Donc ça, c'est merci François Guillemotto. On a eu vraiment la Providence était avec nous parce que ces rencontres, plus l'association qu'il faut quand même, bon ça c'est mon père avec le côté juridique, trésorerie, c'est tout un travail aussi ça. Ça s'est fait assez rapidement, c'est très bien pour la première sortie, pour ça s'est bien imbriqué parce que les dieux des Gilets jaunes étaient avec nous, quoi. C'est ça. Les dieux des mouvements sociaux étaient avec nous. Et puis le distributeur aussi. Et donc on a le bon contact, on a voulu mettre Vanessa. Donc Vanessa Attends, je te mets un peu plus droit. Vanessa, parce que c'est elle qu'on a choisie pour représenter cette association de Les Mutilés pour l'exemple. Il y a d'autres mutilés, hein, évidemment, mais c'est une association. Je pense qu'il faut bien insister sur le fait que si vous habitez en province et que vous ne pouvez pas vous déplacer dans Paris et venir le chercher à l'association, vous pouvez le commander aussi à votre librairie habituelle, qui se fera un plaisir de vous le commander à Paris. Oui, voilà. Oui, grâce aux distributeurs qu'on a eu. Tout ça, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident du tout. Donc, est-ce que certains peuvent le commander de l'étranger alors? On a eu des commandes effectivement de Belgique, de Luxembourg. Oui. Pour tous ceux qui suivent déjà ce qui se passe depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans. Ils commandent, il n'y a pas de problème. Soit ils commandent à l'association, soit ils commandent au libraire. On peut aussi l'envoyer par la poste aussi. Dans ce cas-là, tu donnes ton numéro? Alors, le numéro de l'association Yolosphère, donc c'est le 06 20 32 84 67. Mais je pense qu'on le remettra en tétière sur cette vidéo. Oui, ouais. Puis en même temps en description. Voilà. Ouais. Donc, ce que je disais tout à l'heure, une petite interprétation du mouvement des Gilets jaunes, c'est en fonction du symbole du gilet. Le gilet, au départ, c'est des gens accidentés ou des gens qui sont témoins d'un accident et qui veulent porter secours. Personnellement, moi, le premier mouvement, j'y ai participé, mais j'ai pas de voiture, je suis parisien. À la limite, les revendications initiales sur la taxe sur le carburant, ça me concernait peu. Mais pourtant, je me suis senti concerné. Je me suis senti concerné parce que c'est le peuple, j'ai senti, intuitivement, que c'est le peuple français qui bougeait. Je suis d'accord avec toi, il y avait déjà un ras-le-bol. Oui, c'était le détonateur, l'histoire des carburants. Et qui bougeait. Or, là, ça a été fantastique. C'est quelque chose qui était même jugé impossible, qui bougeait de façon spontanée, hors l'encadrement de partis politiques et des syndicats. Au contraire, avec une grande méfiance envers les syndicats et les partis politiques. On en est arrivé là. Donc c'est tout un processus historique qui fait qu'avant, c'est les syndicats qui prenaient en main la contestation sociale, ou des partis politiques qui la canalisaient, etc. Là, ça n'était plus le cas. Et donc, ça s'est fait aussi via les réseaux sociaux, des gens qui ont appelé d'abord autour des ronds-points, celui qui a trouvé qui a eu l'idée du gilet jaune aussi, qui est en province, du côté de l'Hérault, si j'ai bonne mémoire, j'ai plus son nom en tête. Et voilà, tout ça, c'est... Et l'idée de venir à Paris au mois de novembre 2018, mais de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière un encadrement structuré, ce qui d'ailleurs a été reproché. Je connais des syndicalistes qui me disaient « ça ne marchera pas, vous n'êtes pas encadré, vous n'avez pas de service d'ordre, vos manifs vont dégénérer ». Bon, on s'aperçoit que les manifs des syndicats dégénèrent aussi bien, d'ailleurs, que ce soit celle contre la retraite, que ce soit la loi sécurité globale, que ce soit celle du 1er mai. Donc, je pense que c'était assez bidon comme argument de leur part. Mais bon, ils ne se reconnaissaient pas dans ce côté spontané. Moi, c'est justement ce qui me plaisait, ce côté anard, spontané, vrai, hors structure. C'est aussi une faiblesse, il ne faut pas se mentir, parce qu'à un moment donné, un mouvement a besoin de s'organiser, c'est pour ça qu'on a des tentatives récentes d'organisation à Paris pour qu'il y ait une seule manifestation. Je disais qu'il y en avait deux entre les différents organisateurs. À un moment donné, il faut que les gens s'entendent au minimum. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a le côté gaulois réfractaire qui va jusque... Et avec une grande méfiance pour tous ceux dont la tête dépassait. C'est-à-dire que dès que quelqu'un commençait à être une figure, etc., tout de suite, on se dit, oui, mais lui, il va nous emmener où? Je pense aussi, l'idée, c'est qu'il allait être récupéré par les instances gouvernementales ou médiatiques ou syndicales
qui allaient le phagocyter de façon à ce que ça devienne une marionnette. Donc beaucoup de gilets jaunes ont eu cette expérience dans leur syndicat où ils se sont sentis trahis. C'était pas pour se sentir trahis à nouveau par quelqu'un qui émergerait, qui jouerait ses cartes personnelles contre le collectif. Mais moi, donc ça a été donc le gilet jaune, c'est pas, on va pas dans une manif gilet jaune pour s'en. On a beaucoup parlé de la police, mais l'idée c'est pas de se battre contre la police. La police était là en face, ou la gendarmerie. Si vous venez vous battre avec la police, vous ne venez pas avec un gilet jaune. Vous allez être, c'est comme en 14-18, les poilus avec leurs pantalons Garance. Vous êtes visible, même le soir quand le soir tombe. Donc c'est particulièrement malvenu pour combattre, d'avoir cette visibilité. D'autre part, ça vous protège de rien. Donc c'est pas ça, c'est un témoignage, c'est une demande de visibilité. C'est-à-dire qu'on avait la France périphérique, la France des invisibles, qui voulait être vue, qui disait nous on existe. La chanson d'ailleurs c'est on est là, c'est bien, on est là, on existe dans cette France. Christophe Guilly parle de 60% de la population qui constitue la France périphérique, et cette 60% ils sont ignorés par les médias, ignorés juste seulement au moment des élections par les politiques. Et donc l'idée c'est aussi j'ai eu un accident ou je suis témoin d'un accident, je mets un gilet jaune pour être vu. Voilà, le symbole est là, et je pense que c'est un symbole qui est particulièrement bien trouvé. Et après, les gens ont travaillé sur le gilet jaune pour le rendre beau esthétiquement. Ça, c'était une petite anecdote. On a par exemple, nous, un artiste breton. C'est le gilet jaune que je porte, ça se voit pas, mais c'est derrière. Tu vas voir. Oui. Et c'est un artiste qui grave. Alors, tu vas reconnaître les deux personnes Jean, qui sont à côté de à moi. gauche. Ouais. Et au milieu, Édouard Limon. Jean Grody, Édouard Limon et Marianne. Et puis voilà. Donc, tu vois, c'est. Et Marianne Gondroit. Le monde est petit. Et c'est David Droguier qui nous a fait, il y en a une planche, qui nous a fait ces gilets jaunes gratuitement. Ouais. Gratuitement, et qui les offre. Pour C'est la lui cause. qui a fait ce magnifique gilet. un là. breton. Voilà. Il faut lui rendre hommage aussi parce que il fait ça pour la cause, comme nous. Et ça montre le talent. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas un mouvement glamour, comme je disais, mais les gens l'embellissent. Et ça, c'est. David Droguet a su toucher. Il exprime vraiment quelque chose de fort dans chacune de ces. Le plus beau qu'il ait fait, c'est celui de Fiorina. Celui de Fiorina est magnifique. Oui. Oui, il est tragique. Il est terrible. Voilà. Ça, c'est Et là, vraiment très très fort, ça. Et le problème, c'est qu'avec le temps, le gilet jaune a constitué comme une cible pour la police. Bah oui, parce que c'est visible. C'est visible. Oui. Et donc, il y a pas mal de gilets jaunes qui ont été obligés Oui. de les enlever parce qu'ils se sentaient complètement visés. Il y a vraiment une cible mouvante. Il y a le rond au milieu. En fin de manifestation, souvent on leur demande de retirer leur gilet Oui. pour quitter la Oui, manifestation. oui. Alors, avec le temps, j'ai l'impression qu'il y a eu la police a eu une autre perception, c'est-à-dire qu'ils se sont dit ceux qui vont, les casseurs, etc., entre guillemets, ne mettent pas de gilet jaune. Ça, c'est à la fin. Pas cette année-là, mais plus récemment. Et donc, à la limite, si vous venez en manif en gilet jaune, aujourd'hui, c'est l'inverse, ça s'est renversé. Vous serez D'accord. plus tranquille parce que bon, c'est un gilet jaune qui vient manifester. Donc, c'est ma perception. Hein. Oui, actuellement. Ça a changé par rapport à. Parce qu'aussi, on a des policiers qui commencent à nous connaître à force de nous encadrer, etc. Donc, ils voient que le mouvement Gilets jaunes est un mouvement populaire de contestation, mais pas un mouvement de combat proprement dit. Alors dedans, il y a eu, on a beaucoup parlé des antifas, des black blocs, etc. dans le mouvement, mais ils sont venus régulièrement. Nous, on a un témoignage d'un black bloc qui fait partie aussi de l'histoire des manifestations, du mouvement. Il a été très courageux. Et il nous a dit, dans son point de vue, il nous dit ce que ça représente. Donc lui, il a une autre stratégie que celle du gilet jaune. Il ne vient pas en gilet jaune, voilà, il a son combat. Le bloc. Oui. Le bloc. C'est ce qui fait que ce livre est très complet, c'est que les témoignages sont multiples et on apprend énormément de choses à travers cet ouvrage. Sans mettre qui que ce soit en exergue.
Oui, tous à la oui. même niveau, sinon il y a la tête qui te dépasse. oui, c'est ça, c'est ça. Il y a la fameuse, voilà, les têtes qui dépassent. C'est peut-être Alors, un héritage de toutes les- 1700. Toutes les figures, les 93. grandes figures du mouvement sont dedans, mais elles sont au même niveau que le gilet jaune de base. Oui, certains nous ont demandé pourquoi vous n'avez pas mis en avant telle ou telle figure, telle, etc. Alors non, parce que c'est un mouvement collectif populaire. Et justement, je pense vraiment qu'on n'aurait pas rendu service à une figure de la même Oui, forme. bien vu, bien dit. On n'aurait pas rendu service. Et d'autre part, c'était pas notre volonté. C'est vraiment un collectif. C'est vraiment un collectif. C'est voilà. On va dire qu'il y a beaucoup de figures, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que 10, il y en a beaucoup. Et Ça fait tout le livre. En Quoi. plus, les figures, c'est des gens que les médias ont choisi de Oui, faire voilà. figurer. Alors, quelle sera l'évolution d'une figure dans X temps, on ne maîtrise plus. Donc, c'était... Ceux qui se sont beaucoup exprimés, souvent dans les médias dits traditionnels, et puis d'autres médias aussi, ceux qui s'expriment plus facilement que d'autres. Quoi. Oui, Mais bon, voilà. oui. Tout le monde est au même niveau. Hein. Voilà, dans le livre, oui. C'est un témoignage, donc, mais qui ne se veut pas hiérarchisant. Oui. C'était le but. Bon, bah, ceux qui ont participé au manif verront beaucoup se reconnaîtront, verront des visages connus ou entreaperçus. On a là Jésus, le Christ des gilets, Jésus le gitan, l'anagramme de Jésus gilet jaune, Oui. qui a voulu donner une dimension spirituelle au mouvement. Il faudrait le retrouver. Parce que lui, c'est un personnage. On a des personnages, hein, on a vraiment des personnages. Et pour ceux qui s'intéressent au livre, mais Voilà. est-ce que vous avez eu des personnes qui ont acheté le premier, qui ont acheté le second aussi, qui voulaient aussi la... Oui. Alors, Des nouveautés. ce qui s'est passé, c'est que on a fait beaucoup de promos sur la première édition parce qu'on a pu faire des séances de signature. Oui. Et malheureusement, on ne peut pas le faire actuellement parce qu'on est en période de confinement. Oui, Et la deuxième édition est quand même beaucoup plus complète. Et on fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire de séance de signature en ce moment. Oui. Mais on espère qu'après le confinement, on pourra à nouveau refaire une grande séance de signature de la deuxième édition. Voilà. Ouais. Sachant que le confinement permet de manifester, il suffit de dire qu'on va manifester sur l'attestation pour ceux qui habitent à plus de 10 km, mais pas de se réunir comme on a fait pour des soirées dédicaces. là, c'est un petit peu en suspens, ça reprendra après. Quoi. Ouais. Alors on espère que ça reprendra après le confinement. Mais bon, ça c'est un problème que rencontre, qui est général. Donc, Oui. Mais c'est général en France. oui, c'est tous les auteurs, tous les... Et on a voulu relancer à travers cette vidéo, Rémi, Oui. justement parce que justement on ne pouvait pas faire les séances de signature. Bien sûr. Ouais. Et Pour être informer toujours sur- proche de ceux qui vous écoutent et qui ont besoin aussi de voir un petit peu ce qui s'est passé, et qui Voilà. n'ont pas forcément le Voilà. premier ou même le second bouquin, le livre, Voilà. de témoignages. Alors, On peut parler donc, de témoignages, hein, c'est un livre de Voilà. témoignages. voilà. Témoignage, ouais. C'est un témoignage qui restera dans l'histoire. Ouais. C'est une page de l'histoire, là, c'est le 150e anniversaire de la commune cette année. Alors c'est différent, c'est pas la commune qui est particulière, comme tout. Mais bon, moi personnellement, j'aurais rêvé de voir, alors il y a beaucoup de témoignages, des époques historiques de l'histoire de France, avec des témoignages au jour le jour, avec des photos, etc. On a fait un peu le livre dont on aurait rêvé rendre compte d'autres d'autres époques. Oui, Tu vois, bon, la technique nous le permet, la photographie, ça nous voilà, ça permet ce travail-là. Donc, je sens assez fier du travail accompli par tes collègues, je peux dire tes oui. collègues ou camarades. camarades, Non, c'est vous des tous, amis, quoi, c'est vous des amis. ensemble. C'est une œuvre C'est collective. des amis. Ouais. Oui, je suis. Vous êtes très content du rendu en tout Bah, cas, j'ai l'impression. franchement- Enfin, c'est ce que vous dites. Franchement, les photographes sont des artistes. Ouais. Sans vouloir les flatter, je le dis, ils le diront pas eux-mêmes. Mais ce sont des artistes parce que, tiens, on voit Jean qui a été blessé là, par exemple. Comme quoi, blessure de guerre. Tu en parlais, oui. Ouais, avec Jean, le tu es canon, le coup de canon qui prend. souvent très proche. Il faut dire qu'on y a mis toute notre De l'action. énergie, toute notre âme. C'est ce canon-là qui, tu vois, il prend en photo le canon qui va le blesser, là, et combien, 2 heures après 2 heures après. 2 heures après, il fait un petit tour à l'hôpital, il revient. Il revient dans la manif avant la fin, et il continue à photographier. Donc et non, moi, ce qui me frappe, c'est la beauté. La Oui. beauté de ce qui est rendu, à savoir les regards et les scènes.
Et ça, c'est fabuleux. Ça a demandé une implication très très forte de notre part. Et vraiment, dès le départ, la volonté de témoigner. Il appartient également à l'association des mutilés pour l'exemple. Il a été blessé après. Pas ce jour-là, je crois pas que ce soit avant. Ouais. Et voilà, il est là au milieu du gaz. Bon. Là, c'est proche de l'Arc de Triomphe, c'est ça? Oui, c'est l'acte 18. Entre nous, on n'a pas affaire à quelqu'un de belliqueux. Il vient avec son drapeau, il se tient là, droit. C'est pas le genre à acheter des pavés ou des projectiles sur la police. C'est plus compliqué avec un drapeau, de toute façon. Oui, donc lui, il s'est retrouvé mutilé. On l'a vu à Amiens. C'est quelqu'un vraiment de très bien. Hein. Oui, c'est Yvan. Ouais. Il s'appelle comme le prénom. Ouais. Et voilà, c'est... Donc on peut parler de la journée des mutilés du mois de juin. Alors là, c'était une journée particulièrement émouvante. C'était un dimanche. Donc il y a eu l'acte le samedi, et le dimanche, il y a eu une marche, la marche des mutilés. Et là, ça a été... alors je l'ai appelé, moi, blessure de guerre, parce que... Il y a les dates, donc à chaque fois, on a les dates et les actes. Donc ça, c'était le 2 juin. Ouais. Un jeune homme qui a perdu sa main. Ça, c'est Antoine qui a perdu une main à Bordeaux. Ouais. Qui fait partie de l'association aussi. Qui fait partie de l'association des mutilés pour l'exemple. Ouais. Et donc, là, on a... Là, c'est particulièrement... C'était très poignant, cette marche des mutilés. Ouais. On avait les... Jérôme Rodriguez était là, mais il y avait aussi beaucoup de gilets jaunes anonymes qui avaient perdu un œil, dont certains très jeunes. Hein. Donc, très jeunes. Voilà. Il faudrait vraiment que les baqueux, etc., quand ils jouent avec leur LBD, que leur, je crois que leur encadrement les sermonne en disant de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va être invalide avec vos conneries. Vous voyez, on n'est pas dans un jeu vidéo, on n'est pas. Et nous, ce livre, c'est aussi pour. Je parlais de la beauté, mais il y a aussi le côté poignant. Poignant des témoignages. Des témoignages, c'est-à-dire que là, on est. Voilà, là, on est dans le drame. On est dans le drame. On est dans le tragique. Et quand on a vu ça, tout à l'heure, on n'a pas le droit de laisser tomber. Voilà le LBD, voilà. Ouais. Donc c'est à la fois pour témoigner et à la fois pour les mutilés qu'on a fait ça. Voilà. Parce que les pauvres, on n'a aucune aide. Je dis les pauvres parce qu'ils ne sont pas subventionnés, il n'y a pas de l'argent qui tombe de subventions diverses, il n'y a pas... Et souvent, ils ont des difficultés avec la sécurité sociale, les mutuelles. Ouais. Parfois, ils n'ont pas du tout de mutuelle, donc ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Et c'est assez dur. Oui. Alors les gens leur font des petits dons de 10 euros, 20 euros, ce qui est toujours bon à prendre parce qu'ils peuvent se payer le dentiste, ils peuvent se payer... il y en a, ils ont pris dans la mâchoire les dents, enfin et donc il faut vraiment être avec eux, quoi. Et voilà, c'est ce qu'on fera dans le deuxième. Ils sont souvent très démunis et très peu aidés. Y compris juridiquement, parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. C'est pas des gens qui sont des professionnels du milieu associatif ou qui sont aidés par des collectifs d'avocats militants. D'ailleurs, les Gilets jaunes dans l'ensemble sont dans la démerde. Comme on a fait nous, on s'est démerdé entre nous. Mais on a quelques avocats qui sont venus de leur plein gré, mais ouais, c'est pas structuré, c'est un mouvement spontané. C'est aussi les faiblesses d'un mouvement spontané. C'est qu'il n'y a pas cet encadrement militant derrière. Le jour où on gagnera, le jour où ça reprendra de la vigueur, là, on verra tout le monde rappliquer et pour dire oui, je suis avec vous, etc. Mais en attendant, ce sont des démarches, c'est une agrégation de démarches individuelles qui font la force. Je voulais dire un autre truc pour les manifestations d'aujourd'hui, parce que je vois Olivier qui est là-bas. Là, j'ai mis de 50 € parce qu'on a deux camarades qui nous ont acheté deux livres tout à l'heure.
C'est pas que je roule sur l'or. Donc, J'avais pas vu le billet, mais bon, Ouais. maintenant t'en parles. Ouais. Tu dois être une petite feuille à lire. Ouais. alors, On va ouais, le c'est montrer, une feuille. Agenda des manifestations des Gilets jaunes à Paris. Encore une fois, tous les camarades de province sont les bienvenus. Alors, je te laisse filmer. Voilà. C'est www, manifestation Gilets jaunes Paris, Alors, manifestation, au pluriel. il faut mettre. Alors, c'est attaché. Donc c'est Manifestation. l'histoire et des photos du livre. Manifestation sans S, gilet avec un S, jaune avec un S, Oui, attaché paris.fr. Et là, on a une petite page qui nous donne les dates des manifestations et qui va s'enrichir prochainement avec les parcours. Voilà, ça, c'est c'était indispensable. une demande qui avait été faite par beaucoup. Oui. C'est un peu pour remplacer Démosphère Paris qui a été Ah, fermé. on a Olivier qui part qui est là-bas. Et donc en fait, avec ceux qui organisent ça, d'autres Gilets jaunes et moi, donc on a souhaité, par souci en fait de neutralité, mettre toutes les manifestations. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de... Voilà. Et les photos qui illustrent donc ce site sont extraites du livre Gilets jaunes avec l'autorisation de l'association Yellowsphère. Donc très jolies photos, on voit des monuments de Paris. Et nous allons mettre un lien justement pour que les gens puissent arriver sur le Facebook du livre prochainement. Et nous, on ne ferons pas d'appel aux dons, pas de cagnotte, je le précise. C'est un site uniquement d'information, un agenda donc des manifestations, avec les dates. Par la suite, il y aura en page annexe, il y aura comment on appelle ça, les déclarations, les parcours en pointillés et peut-être des flyers. Ça, c'est pas encore fait. Pour l'instant, il y a juste le lieu de départ, le lieu d'arrivée et le lieu de rendez-vous, avec la date. Et donc, s'il y a plusieurs manifestations samedi, on met les deux. Vu que voilà, c'est par neutralité, on met tout. D'accord. Toujours dans le souci de mettre tout le monde sur le même niveau. Oui, parce que Ouais, c'est c'est important. important. Et donc, c'est que Paris. C'est que Paris. Contrairement à l'Hémosphère, c'est que les Gilets jaunes. Il n'y a pas d'autres sortes de manifestations. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est devenu pour beaucoup un jeu de piste de savoir où est la manifestation du lendemain. Avant, il y avait Démosphère. Démosphère, Voilà, pour des raisons qui m'échappent, ne rend plus compte. Alors, c'est peut-être, enfin, je sais pas, mais il y a plusieurs versions qui dispo. Ouais, il y a plusieurs aura- versions. Nous, il n'y aura pas de commentaires dessus. Donc, ça évite la gestion des commentaires et puis peut-être voilà, complications. Et beaucoup de gilets jaunes savaient par Démosphère où était la Là, c'est ça manif. qu'il y a eu des Gilets jaunes qui disaient régulièrement c'est dommage, il n'y a plus d'hémosphère en manifestation. Ouais. Donc on a fait ce petit site qui n'est pas aussi important que l'hémosphère dans le but d'essayer d'aider et de. Voilà. Parce que le problème, c'est que les samedis maintenant, sans Démosphère et sans ce site, ils arrivaient sur Paris, ils étaient où? Où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Il n'y avait aucun relais, donc ça errait dans Paris. Il y a une déperdition de force Oui. vive assez importante. Sinon, on nous a posé la question pour savoir s'il y aurait une autre version après la première année. Bon, il faut quand même reconnaître que la matière n'est pas... Alors, on essaye de... Oui, vous continuez. Les- Vous prenez les photos, tu Oui. écris encore. Ouais. Non, Alors, entre on nous, continue à faire des photos, oui. mais, la matière ne s'y prête pas. mais on n'a pas la matière pour faire Non, il faut dire, là, un troisième livre. Donc là ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est faire le maximum de promotion Oui. sur la deuxième édition. oui, parce qu'on est dans l'histoire maintenant. Voilà. Enfin, sur cette édition-là, qui est quand même l'édition parfaite, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de témoignages et de pages que dans la première édition. Oui, parce que c'est une nouvelle version augmentée. 132 pages, 40 témoignages, 1625 photos. C'est l'épopée des Gilets jaunes. Oui. C'est une épopée, Ouais, ouais. dans tous les sens du terme. Il faut reconnaître qu'actuellement, on n'est pas dans l'épopée pour l'instant. Donc là, on maintient la flamme. De quoi demain sera fait, personne ne le sait. Mais c'est important. Mais là, cette année-là, c'est ça important restera- actuellement de diffuser au maximum cette. Oui, oui, oui. Je vous remercie. Oui, je Cette t'écoute. année a vraiment marqué le mouvement. Oui. C'est une année qui a été extrêmement riche Oui. et en répercussions, etc. Je pense que c'est celle qui va rester dans l'histoire. Et malheureusement, les médias mainstream ne donnent plus de retentissement aux manifestations qui ont lieu tous les samedis encore. Il faut dire que le nombre n'y est pas, mais la première année, c'est vraiment l'histoire de France. Ouais, alors, des fois, j'entends parler quand même dans les médias, je sais pas, j'entends des Onfray, Zemmour et autres qui parlent des Gilets jaunes. Ils en parlent de l'extérieur. Et Ouais. par exemple, Onfray raconte qu'on a été phagocyté par les syndicats. Non, c'est faux. Zemmour raconte qu'on a été phagocyté par l'extrême gauche. Non, en fait, moi, mon interprétation,
je parle donc sous contrôle, c'est qu'en fait, le mouvement a été composé de gens de province, et que les provinciaux ne sont moins venus, sauf par à-coup, le 16 mars, 1er mai, bon, ça a fait du travail, etc., ou le Place d'Italie. Mais donc, en fait, le mouvement est fort quand les gens des régions sont là. Quand on dit province, ça n'a rien de péjoratif. Hein. La province, c'est au sens historique, la belle province, quoi. Et qui n'est pas de malentendu. Et donc, pourquoi ils ne sont pas venus? Ils ne sont pas venus pour X raisons. Parce qu'il y a d'abord, ça coûte cher de venir, tous les samedis. Il y a une répression. La répression, à la fois les gardes à vue, parce que un provincial venait avec son masque, ses lunettes de protection, il se retrouvait en garde à vue, il était libéré le lendemain matin. Bon, on lui fait ça une fois, 2 fois, la fois d'après, comme il fait du covoiturage, etc. Tout s'enchaîne. Ça crée des tas de difficultés matérielles pour lui, pour ses potes qui l'attendent, etc. Les blessés. L'arme ultime, le PV. Alors les amendes. Et alors là, les amendes, ça a dissuadé un maximum de gens parce que ça a tapé le porte-monnaie et c'est le porte-monnaie qui a fait sortir les gens dans la rue. Oui. Il ne faut pas oublier, Au début, à la base. 35 €, c'est ça l'amende? Au début, c'était 35 € De mémoire. Et là, c'est passé à 135. 135. Donc ça a été fait pour dire, bon, on va les taper au portefeuille. Il y a des gens, Qui peuvent pas. 135 €, c'est logique, c'est pas possible. C'est les courses d'une semaine ou deux. Oui, donc ça fait partie bon, les gardes à vue avec celui qui s'est retrouvé une fois. Parce que beaucoup de gilets jaunes n'étaient pas préparés à la confrontation avec l'appareil judiciaire. Donc la garde à vue, pour eux, c'est le voyou qui va en garde à vue. Donc c'est tout ce qui s'ensuit après d'infamant, des conditions de promiscuité dans une cellule dégueulasse. Pas préparé à ça, surtout quand on n'a rien fait. Alors, celui qui affronte le système en connaissance de cause de façon organisée, mettons un black bloc, etc., lui, il a son... Oui, sauf que lui, il ne va jamais en garde à vue. Parce que... C'est ceux qui ne connaissent pas le système qui se font prendre. Alors, et malheureusement, ce sont eux qui trinquent. Il y a des black blocs qui ont été en garde à vue quand même. Mais globalement, ils sont plus marioles, je dirais. Oui. Ils sont plus marioles, ils savent à quel moment il faut se désilhouetter, à quel moment... puis bon... voilà. Mais je ne dirais pas, donc, contrairement à ce que j'entends, que c'est l'extrême gauche qui a dévalorisé ou qui a fait que les gens ne venaient plus, etc. Non, c'est la répression, tout simplement. Répression judiciaire, répression fiscale, par les amendes, puis aussi parce que ça coûte de venir. Et puis... Non, mais ceux qui disent qu'on a été récupérés par l'extrême gauche, c'est les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les cortèges. Oui. Et qui n'ont pas discuté avec les vrais gilets jaunes, Oui. qui ne sont pas descendus dans la rue. C'est trop facile de dire sur un plateau de télévision, ah oui, mais ils ont été récupérés par un tel. Ouais. Oui, mais Coco, t'es descendu dans la rue? T'as discuté? T'as fait les cortèges? T'as été manifesté? Eh non. Alors, et Pascal Praud et compagnie, ceux qui savent toujours tout, qui ont un avis sur tout. Et c'est les premiers à dire, ah oui, mais ils sont récupérés par un tel. Moi, j'aimerais bien les voir sur le terrain, au début, dans la rue. au début, on était récupérés par l'extrême droite. Non, mais, oui, mais en novembre 2018, si on en écoute sur les plateaux. C'est changé de bord. Tous les samedis, toute la journée, non-stop, la première année, on avait une série d'experts en tout, qui ont tout vu, qui connaissent tout, et qui ne sont jamais descendus dans la rue. Nom de Dieu. Mais ils savaient tout. Ils savaient qui était manipulé, par qui et comment. C'est intéressant ce que vous dites, le traitement de l'information et par rapport à ce qui se passe véritablement dans la rue. Il y a des fausses informations qui ont circulé pendant la première année, qui ont fait un mal terrible au mouvement. Parce qu'après, dans le collectif, la vie collective, les gilets jaunes, mais c'était, mon Dieu, des voyous, des casseurs, des voleurs. Mais non. Cette image a été véhiculée par des pseudo-experts qui avaient un avis sur tout et qui n'avaient été jamais descendus dans la rue. Parce que c'est trop facile d'être au chaud, alors que nous, on se gèle les mains à faire des photos, etc., à discuter avec les uns les autres. Nous, on sait, mais on ne vient jamais nous demander notre avis. Mais par contre, sur les plateaux télé, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait comme experts? Alors là, il y en a eu une pléthore monstrueuse. Ouais.
moi j'insisterai également, on va vers la fin j'imagine, c'est sur la transversalité du mouvement, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des gens, parce qu'on parlait de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de l'extrême centre, ce qu'on veut, on n'a pas affaire à des gens qui ont une colonne vertébrale doctrinale. Voilà. Certains sont venus pour essayer de l'extérieur, mais en réalité non, le gilet jaune c'est pas, même s'ils votent France Insoumise ou Rassemblement National, etc., mais c'est pas des gens qui sont militants, structurés, etc. Non. Sinon ils sont pas là, ils sont pour le parti. Et il y a une anecdote marrante, c'est au début on n'avait pas de... on a essayé de voir dans Paris si on pouvait exposer les livres, et moi j'ai fait, avec des potes, j'ai fait trois librairies différentes, enfin plusieurs librairies. Finalement après on a laissé à Distribook parce que c'était la meilleure chose à faire. Mais au début on essayait de démarcher pour nous faire connaître un peu. Et je vais dans une librairie qui était très marquée à droite, une autre qui était très marquée à gauche et une autre qui est très marquée à art. Bon. Celle qui est marquée, à droite, l'extrême droite, regarde le bouquin, il me dit ah oui mais non, mais vous montrez des black blocs, c'est pas possible, mes clients, l'extrême gauche, ceci, cela, puis de toute façon c'était pas le 6 février 34, non, c'est une belle photo, mais moi je peux pas. Bon, très bien. Donc on était catalogués comme d'extrême gauche je vais dans la librairie d'extrême gauche, un autre jour, il me fait ah ben non mais ça a été un mouvement très, très Le Peniste, très marqué à droite, là c'est, je peux pas montrer ça, c'est pas possible. Et c'était pas, de toute façon c'était pas la prise du Palais d'Hiver, en Russie, Révolution d'octobre. Bon, très bien. Et je vais dans la dans la librairie Anard, il fait ah ben non mais ils avaient des revendications quand même un petit peu petites bourgeoises, le carburant, etc. C'est pas vraiment, c'est pas la guerre d'Espagne. Bon, donc chacun vit. Ce qui est marrant, c'est que dans ces milieux nostalgiques, soit de la guerre d'Espagne, soit du 6 février 34, des années 30 ou 20 ou 10, chacun a sa petite boutique nostalgique. Mais ce qui était marrant, c'est que c'est des gens qui sont soi-disant conscientisés, mais qui ne sont pas du tout en phase avec ce qui se passe sous leurs yeux. Ils ont un mouvement social qui passe sous leurs fenêtres, ils sont parisiens quand même. Hein. Et donc, ça ne les intéresse pas. Ils restent parler de la guerre d'Espagne, parler de février 34, de la cagoule, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas descendus dans la rue. Oui, ils ne sont pas allés au contact avec les manifestants pour vraiment tirer l'essence, sans jeu de mots, l'essence du mouvement. Pareil pour les antifas, on a beaucoup parlé des antifas, mais moi on les voit hein, encore. Mais ceux qui sont là, c'est pas les antifas qu'on voit à Jussieu, Tolbiac, à Nanterre, je sais pas, dans les facs, etc. C'est pas ceux qui sont structurés. Ceux qu'on voit, c'est des mecs de rue en fait, qui se disent antifa, hein, que tu connais. Mais eux, ceux-là sont pas doctrinaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent marcher à côté de Thibault qui a le drapeau vendéen et ils vont pas l'emmerder. Donc ceux qui commencent à faire la police politique, quand il y avait du monde, c'était des antifas qu'on voyait une fois tous les 36 du mois, et qui eux sont des facs en fait. Mais eux ils sont dans la doctrine, mais on les voit pas par contre, on les voit une fois tous les... Eux, ils viennent quand il y avait des grands rassemblements, uniquement, et encore ils font pas toute la manif. Non. Ils commencent, et ils font la moitié, et après ils disparaissent. Parce qu'ils se sont montrés, ils ont fait comme des syndicats, ils ont fait leur petit tour. Exactement comme des syndicats. Ils ont fait leur petit tour, leur quart d'heure, leur devoir syndical, et ça y est, on ne les voit plus. Donc on n'est pas dans... Et c'est des gens qui vont donner des leçons de doctrine politique, etc. Et qui sont complètement largués par un mouvement spontané qui se passe dans la rue, sous leurs yeux. Parce que justement, ils n'ont pas la maîtrise. D'ailleurs, la dernière fois, je finis là-dessus, il y a une manif, là c'est récent, donc une jonction entre une manif gilet jaune et puis une autre manif contre les violences policières qui partait du Luxembourg, où il y avait différents partis, le Sud, NPA, Assia Traoré, etc. Et j'ai vu que l'accueil, lorsque les gilets jaunes sont arrivés, l'accueil a été très 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 froid, particulièrement froid. À tel point que moi je me suis tiré tout de suite, j'ai dit, en empêchant les gilets jaunes qui le voulaient d'accéder au devant de la manif, parce qu'en gros les gilets jaunes qui arrivent, qui chantent, en plus c'était tristouné leur truc, ils étaient dans les gilets jaunes chantent, etc. Et donc ils se sont dit ils vont nous troller la manifestation, etc. On les gère pas ces gens-là. Donc comme quoi on a affaire à des gens qui ont leur boutique, comme les partis politiques, comme les syndicats, comme toutes ces associations, et en fait pour qui les gilets jaunes sont des fauteurs de troubles. Donc dire qu'on a été récupéré par eux, non, c'est complètement erroné. Voilà. Merci Yvan. De rien. Ben, je vous remercie. Merci.
Jean, Yvan, Bon, Marianne, on se Olivier. reverra. Olivier, oui. Olivier qui est là dans l'ombre. Non, Alors lui qui a Oui. un rôle qui n'est pas partie prenante dans le livre, mais à qui on a voulu rendre hommage parce qu'il était là à toutes les manifs quasiment. Hein. Et il est en photo, voilà, comme beaucoup. Olivier a quand même Mais- participé énormément à la deuxième édition du livre. Oui, parce que oui. Voilà Rémi. Mais merci Alors, vous tous, merci merci Olivier. Merci Olivier. Et merci. Merci Rémi. Et à bientôt. Merci Merci. Rémi.